Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. À la une de ce journal, l'honorable Siaka Barry jette l'éponge à l'Assemblée nationale. L'annonce de la démission du leader du mouvement populaire démocratique de Guinée intervient alors que le débat sur la dissolution de l'institution fait la une en Guinée. Les raisons de cette décision, c'est dans cette édition d'information. À quelques heures de la manifestation projetée par l'opposition réunie au sein de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, la mouvance présidentielle désapprouve la stratégie adoptée par le candidat de l'ANAD. On en parle dans ce journal. Et une fois encore, bonsoir. L'honorable Siaka Barry a présenté sa lettre de démission au président de l'Assemblée nationale guinéenne ce lundi 23 novembre 2020. Dans sa lettre, l'ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique explique que sa démission est une raison personnelle et non celle de son parti. Bintou Souma pour plus de précisions. C'est à travers une lettre remise au président de l'Assemblée nationale ce lundi 23 novembre 2020 que Siaka Barry a annoncé sa démission au sein de l'hémicycle. Selon lui, cette décision a été acceptée à l'unanimité par les différents organes de son parti. Il dit, je cite, « Cette décision, mûrement réfléchie, fait suite à une évaluation personnelle de ma présence à l'hémicycle après 6 mois d'exercice en tant que député de l'opposition. Cette évaluation m'a fait conclure que l'inopportunité de ma présence à l'Assemblée nationale pour des raisons de convenance, d'adaptation et de disponibilité personnelle. De ce fait, j'ai écrit ce matin à l'honorable président de l'Assemblée nationale et au président de la Cour constitutionnelle ma lettre de démission en charge pour eux d'informer son Excellence, Monsieur le Président de la République, conformément à l'article 123 du Code électoral révisé et à l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je tiens à préciser que cette décision est strictement personnelle et qu'elle n'engage nullement pas le parti MPDG qui décidera en temps opportun de la décision à prendre conformément à ses aspirations. Voilà pourquoi, conformément aux articles susmentionnés, nous prions les présidents de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle de bien vouloir procéder à mon remplacement par le suppléant du parti qui vient dans l'ordre requis sur la liste nationale du MPDG, tout en vous remerciant, vous militants et responsables du MPDG, pour votre confiance inébranlable en notre parti et à ma modeste personne. Je vous prie de rester mobilisés et vigilants dans notre combat commun pour une Guinée unie, démocratique et prospère, dit-il dans sa lettre. Cette décision du président du MPDG intervient à un moment où une frange de l'opinion guinéenne sollicite la dissolution de la 9e législature. On reste toujours dans la phase politique. Selon Pepe Francis Abba, la crise sociopolitique que traverse la Guinée est née de la volonté de Alpha Condé de s'offrir un 3e mandat en Guinée. Ces cadres de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique regrettent le silence de la justice face aux violences politiques en Guinée. Kadiatou Barry, reportage. Les cadres de l'ANAD ne comptent pas baisser la garde face à ce qu'ils qualifient de la fraude électorale organisée par la CENI, confirmée par la Cour constitutionnelle. Pour Pepe Francis Haba, la crise sociopolitique que traverse le pays est le fruit de la partialité de l'organe de gestion des élections en Guinée. Je pense que notre pays traverse une situation assez chaotique. Et vous savez, ça a été difficile déjà pour les leaders politiques pendant la campagne électorale de se rendre dans certaines zones du pays. Et au-delà de cela, après les élections, les résultats, n'est-ce pas, sortis des urnes, ont donné Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo un vainqueur. Il a revendiqué cette victoire-là. Et malheureusement, la CENI a donné des résultats qu'il voudrait donner, fraudés. La Cour constitutionnelle a confirmé ces résultats frauduleux. Depuis le début de la violence post-électorale, la Guinée a enregistré plusieurs morts et des dégâts matériels importants.
Face à cette situation, le président de l'UGDD fustige le silence du pouvoir judiciaire. Nous sommes dans une sorte de gestion, n'est-ce pas, d'un État à l'image de gestion d'une famille. Un peu comme dans la cour du roi Péto, où il y a un seul chef d'État, une seule personne qui décide de tout. Aucune justice. Nous avons vu pendant plusieurs mois, et depuis avril 2019, l'opposition, n'est-ce pas, des forces vives de la nation contre le troisième mandat. Nous avons vu avec quelle force, n'est-ce pas, l'État a reprimé dans le sang les manifestations. Des femmes ont été humiliées, des vieillards ont été violentés, des enfants ont été tirés à bout portant. Malgré l'interdiction de la manifestation par les autorités, Francis Haba ne compte pas se reculer face aux muscles de l'État. Il appelle à la population de respecter les signes de manifestation lancés par Cellou Dalein Diallo. À quelques heures de la manifestation projetée par l'opposition pour ce mercredi 25 novembre 2020, réunie au sein de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, la mouvance présidentielle désapprouve la stratégie adoptée par le candidat de l'ANAD après le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Selon l'honorable Souleymane Keita, les manifestations de rue n'apportent rien dans la démocratisation du pays. Il est au micro de Mohamed Traoré. C'est une mauvaise idée, sauf que Cellou continuera à récidiver dans cette pratique. En 2010, il a dit vouloir empêcher le professeur Alpha Condé de gouverner. Vous savez, Cellou n'a jamais reconnu une élection en Guinée, que ce soit en 2010 ou en 2015. Il n'a jamais reconnu sa défaite, donc ça ne nous surprend pas qu'il continue dans cette posture. Mais il a tellement manifesté que les Guinéens n'accordent plus d'importance à ces manifestations. Je crois que, comme je le dis souvent, Cellou doit quand même être reconnaissant vis-à-vis de la République pour avoir été, pour ceux qui le connaissent, c'était les enfants de la République, donc qui ont tout gagné de la Guinée, jusqu'à aller assumer la fonction prestigieuse du Premier ministre et de ministre pendant près de 11 ans dans tous les gouvernements du général Lansana Conté. Je crois que pour la reconnaissance de la République, il devait nous épargner des violences, comme il a toujours fait. Mais malheureusement, c'est le chemin qu'il a choisi. Il pourra continuer, mais ça n'empêchera pas la Guinée de continuer son développement, parce qu'en 10 ans, ils ont manifesté plus de 600 fois, mais ça ne nous a pas empêché de faire Kaleta, ça n'a pas empêché de faire Swapiti, ça n'a pas empêché de donner les chiffres du Fonds monétaire que je viens de donner, les progrès qu'on a réalisés au niveau de l'agriculture, au niveau de la gouvernance en général, il y a des résultats. Donc, continuer à manifester, évidemment, c'est son choix, mais je pense qu'il est grand temps pour les militants de l'UFDG de réfléchir sur leur avenir. Parce qu'avec Cellou, c'est la catastrophe. Ils ne peuvent jamais arriver à un résultat probant avec un tel leadership. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de manifestations. Nous avons besoin d'une Guinée qui se donne la main, qui marche ensemble, qui discute sur toutes les questions d'intérêt national pour avancer vers le développement. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un doit devenir forcément président que tout doit s'arrêter dans le pays. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, il faut dire que cette annonce de manifestation de l'opposition ne passe pas inaperçue aux yeux des citoyens de Conakry, malgré l'interdiction de tout mouvement de masse par le gouvernement. D'autres, par contre, estiment que cette marche pacifique doit avoir lieu, car c'est un droit constitutionnel. Suivez la réaction de ces citoyens. Je pense qu'ils sont dans leur plein droit. Parce que non seulement les élections ont eu lieu, le candidat a gagné les élections, donc l'État n'a pas voulu reconnaître ce qu'il a gagné. Donc moi je pense que l'opposition est dans leur plein droit de se manifester, non seulement pour ceux qui ont été arrêtés, pour les faire libérer, parce qu'eux aussi sont dans leur droit, ils n'ont rien fait d'abord. J'appelle tout le monde à se manifester même. La manière dont on doit se manifester, ce n'est pas de sortir sur la visite de pierre, mais s'affronter avec les militaires, parce qu'on sait que si on s'affronte avec les Gondis encore, le plus encore. Donc, chacun doit sortir se manifester pacifiquement.
On souffre, vraiment rien ne bouge dans ce pays-là, donc nous on veut changement dans ce pays-là. Bon, si vraiment le président UPL s'entend avec l'opposition, c'est ça très important pour nous les jeunes parce que sinon ça ne va pas du tout dans ce pays-là. Bon, en fait que nous sommes au marché ici, mais avec que ça ne pose pas partout où vous allez vraiment, c'est toujours des problèmes. Bon, on veut toujours s'entendre avec l'opposition ou le mouvance pour avoir toujours des négociations entre eux pour la même tandis que le président a posé. Donc il faut que vraiment, il veut très bien se poser avec eux pour que ça marche. C'est ce qu'on souhaite vraiment. Donc, le message de paix que je lance à M. Cellou Dalein ou à M. le président Alpha Condé, bon, car moi je le lance, la guerre n'est pas bon pour nous tous. Surtout le président, car c'est lui maintenant le garant de la nation. Si c'est une marche pacifique, ils peuvent le faire. Mais si c'est dans la violence, vaut mieux qu'ils ne le fassent pas. C'est quand il y a la paix, c'est ce qui est bon pour le pays. Nous voulons que tous ceux qui sont arrêtés soient relâchés. C'est dans l'avantage du pays et c'est ça notre souhait. Il faut dire également que l'interdiction des manifestations par le gouvernement fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique guinéenne. C'est mardi 24 novembre 2020, une de nos équipes a rencontré Dr Faya Minimono, président du Bloc libéral. Suivez sa réaction sur le sujet. Voici un autre motif d'inquiétude pour notre pays, parce que c'est clairement une décision liberticide. Une décision liberticide, c'est une décision qui est contre la liberté. La liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté de manifester, de cortège, ce sont des libertés consacrées par la Constitution guinéenne. Cette décision est une décision de trop. J'ai vu qu'on a fait appel encore à la pandémie Covid-19 pour justifier pourquoi les libertés sont censurées dans notre pays. Je dis non. Nous avions déjà Covid-19 en Guinée lorsque le double scrutin a été organisé. Nous avions Covid-19 en Guinée lorsque les institutions sorties de ce scrutin ont été installées. Nous avions Covid-19 en Guinée lorsqu'on a on a organisé les élections présidentielles dernières. Et je crois que tous les Guinéens qui ont suivi ou qui se rappellent de ces moments savent que des milliers de personnes, pour ne pas dire des centaines, voire parfois un million de Guinéens, à la fois, n'est-ce pas, sortis dans les rues de Conakry ou d'ailleurs, sans aucune protection et sans aucune mesure de distanciation. Si véritablement Covid-19 devait nous tuer, je crois que beaucoup seraient déjà morts. Je ne crois pas qu'on doit continuer à recycler un disque qui est déjà complètement abîmé. On ne peut plus utiliser Covid-19 comme une raison de limiter l'exercice des droits et libertés consacrées par notre Constitution. Direction l'intérieur du pays dans cette édition d'information. Il faut dire que la route nationale Kouroussa-Sigiri est dans un état de dégradation poussé. Le pire moment pour les usagers de cette voie est la saison pluvieuse où les citoyens sont obligés de faire des remblayages afin de faciliter le passage des engins. C'est un reportage de nos confrères de Nora Soba Kibaro rendu par Angéline Guilavogui. Nous sommes au carrefour Yirikidi, dans la sous-préfecture de Koumana, sur la nationale Kouroussa-Yandakoro. En période hivernale, les habitants des localités riveraines, à savoir Amanabalato, Norasoba, Doura, Nukunkan et Yandakoro ont du mal à se déplacer. Les voies reliant ces localités sont impraticables en saison pluvieuse à cause de la forte dégradation de la route.
De Sigiri à Kouroussa, c'est la seule transversale qu'on appelle toujours route rouge. Mais aujourd'hui, elle devient une mare. Que le gouvernement nous aide. Cette population villageoise n'a aucun moyen d'entretenir cette route. À l'état actuel, elle menace notre vie en société. Distant de 94 km, ce axe qui relie Kouroussa à Sigiri est de nos jours complètement dégradé. Pire, aucune mesure de réhabilitation n'est pour l'instant annoncée. Une situation qui inquiète les autorités locales de la zone. Cette route nationale est gâtée. Elle est dans un état qui nous dépasse. Vous le constatez vous-même. Actuellement, nous sommes empêchés de faire le marché entre notre village Doura et celui de Norasoba. Si rien n'est fait, les deux localités seront coupées l'une de l'autre. La dégradation de cette route qui traverse 5 sous-préfectures de Sigiri et de Kouroussa n'est pas sans conséquences. Les activités commerciales et agricoles en période hivernale sont quasiment paralysées. Et l'approvisionnement de ces populations en denrées de première nécessité devient une préoccupation majeure. L'état actuel de cette route est inexplicable. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de nous venir en aide. Quand le niveau de l'eau baisse, qu'elles viennent réparer cette route pour soulager la souffrance de cette population. Moi, je viens pour acheter des tôles à Norasoba et les maçons n'attendent que moi. Mais regardez, la route est inondée par l'eau et depuis 3 jours, c'est la pirogue qui fait traverser les gens. On gare la moto à plus d'1 kilomètre que l'eau a envahi. En 2015, une délégation des 5 sous-préfectures concernées a rencontré le chef de l'État. L'objectif était d'orienter un projet de réhabilitation de cette route, mais en vain. Aujourd'hui, cette population exhorte à nouveau le gouvernement guinéen à reconstruire cette route qui relie la préfecture de Kouroussa et Sigiri. Page Afrique. Dans ce journal, le Premier ministre Abiy Ahmed aurait donné 72 heures aux combattants du Front de libération du peuple de Tigré pour déposer les armes. Après ces délais, le pouvoir fédéral dit projeter d'encercler prochainement le Mékéné, la capitale de Tigré, et le siège du gouvernement local issu du Front de libération du peuple de Tigré. C'est un commentaire de Nantene Kamara. Face à l'ultimatum lancé dimanche par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président du Tigré a rejeté la demande de reddition de l'Éthiopie. Depuis 3 semaines, les combats foragent dans le nord du Tigré. Abiy Ahmed a alors donné 72 heures aux combattants du Front de libération du peuple du Tigré pour déposer les armes. Mais cet appel n'est pas pris au sérieux par le dirigeant de la région sécessionniste. Ces derniers jours, l'armée éthiopienne a annoncé être entrée dans la phase finale de son intervention militaire avec plusieurs victoires à 100 kilomètres au nord de la capitale tigrénienne Mekele. Depuis le 4 novembre, l'offensive militaire se déroule dans le plus grand secret dans un Tigré coupé du monde. Seule certitude, celle-ci a fait au moins plusieurs centaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés. Sport dans ce journal. Après son succès inaugural contre la Mauritanie, la sélection nationale U20 de la Guinée a enchaîné sa victoire ce lundi face aux Aiglons du Mali à Thiès et s'ouvre royalement les portes de la demi-finale. Diambobo et ses poulains peuvent souffler après ce second succès acquis contre un adversaire prestigieux. Jeannette Akou-Abodré pour plus de détails. Le Sili national s'est imposé face au Mali sur le score de 3-1 ce lundi 23 novembre 2020 au compte des éliminatoires du tournoi IFOA Série A à Thiès au Sénégal. Cette victoire permet aux poulains de Diambobo Baldé de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Vainqueur face à la Mauritanie le samedi dernier 1-0, le Sili national junior vient de dompter les Maliens en assurant sa qualification pour cette compétition ouest-africaine grâce à un doublé de Bérété et un but d'Alseni Souma.
En grande difficulté en première mi-temps, le Sili Junior a laissé passer l'orage avant de prendre la mesure de son adversaire. Bien servi par Mohamed Lamine Souma, Ali Traoré sème la panique et pousse la défense malienne à la faute. Alseni Souma transforme la panique à la 56e minute 1-0 et débloque le verrou des Aiglons. La suite tournera à la démonstration. Le buteur se mit en passeur pour Ibrahima Sori Berete. À peine entré en jeu, le joueur du PSV Eindhoven ouvre son compteur dans ce tournoi à la 74e minute. 3 minutes plus tard, le duo Souma-Berete récidive. Le passeur trouve à nouveau le buteur pour la même sentence à la 77e minute. La réduction du malus sur coup franc par Diaby en fin de match 3-1 restera anecdotique. Les Aiglons sont quasi éliminés de la compétition, tandis que le Sili Junior file vers les demi-finales. Malgré sa faiblesse face aux Guinéens, l'équipe malienne a eu à réduire le score à la 87e minute grâce à Diaby 3-1, score final. C'était tout pour cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et le programme continue sur la télé du 21e siècle. Au revoir.